Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la réparation de cet instrument, cet analyseur de spectre de 40 kg de marque HP, modèle 3585B, qui couvre une plage de fréquences allant de 20 Hz jusqu'à 40 MHz. Un instrument donc plutôt BF, vous l'aurez compris, presque orienté pour l'audio, même si 20 Hz c'est déjà un petit peu haut. Alors, cet instrument, je l'ai acheté, comme d'habitude, en panne ou pour pièces, sur eBay. Il était décrit dans l'annonce comme pas d'affichage. L'instrument semblait démarrer, il émettait des bips, le clavier s'illuminait, mais pas d'affichage. Lorsque je l'ai reçu, j'ai reconstaté exactement les mêmes symptômes, à savoir carte microprocesseur qui semble démarrer, l'affichage qui s'initialise, et par contre, rien sur le tube cathodique, même pas le bruit de la haute tension qui démarre, vraiment rien. Par contre, ce que j'ai senti, c'est une forte odeur, et une odeur assez caractéristique, qui est l'odeur du condensateur au tantale brûlé. Il faut savoir que les condensateurs au tantale, c'était typiquement très utilisé sur les instruments de cette époque pour faire du découplage. Et ces trucs-là ont le très mauvais goût d'avoir un mode de défaillance type court-circuit. Et donc ces trucs-là, lorsqu'ils vont mourir, vont allègrement vous shorter des rails d'alimentation. Que ce soit des rails analogiques, des rails numériques, peu importe. Et en sentant cette odeur, je me suis dit, oula, soit il y en a un qui est en train de cramer, soit il y en a un qui a déjà cramé dans le passé. Et puis, pendant que je faisais cette espèce d'inspection olfactive au-dessus de l'instrument, il y a un bruit comme la mèche d'un pétard, comme si vous allumiez la mèche d'un pétard à un... Et là, je me dis, ouf, il se passe un truc, l'odeur s'intensifie, donc j'arrête l'instrument, je mets hors tension, et je poursuis... Après avoir coupé, je poursuis mon inspection olfactive et je suis convaincu que le condensateur probablement vient de finir de mourir dans l'instrument. Et puis là, j'ai été joueur. Je me suis dit, bon, s'il a fini de mourir, il y a un monde où le défaut s'est ouvert. Il y a un monde où si je remets sous tension, bah, je vais peut-être récupérer les rails d'alim qui étaient shortés. Et puis je redémarre l'instrument. Et là, affichage vidéo. L'instrument démarre. Et puis, étonnamment, pas de message d'erreur. J'injecte un signal sur l'analyseur. Le signal est visible à l'écran de l'analyseur, avec la bonne amplitude, la bonne fréquence. Et puis je me dis, bah quand même, c'est gros, forcément il y a un truc qui est pété. Forcément. Ou alors c'est un coup de bol énorme, que ce soit juste un condensateur de découplage, qui m'ait shorté un rail d'alim pendant un temps, puis qui se soit ouvert au final. Et en creusant un petit peu plus les fonctionnalités de l'analyseur, notamment diminuer le RBW, donc la Resolution Bandwidth, qui est un paramètre fondamental d'un analyseur de spectre. Dès que je passe en dessous des 10 kHz, donc le paramètre suivant c'est 3 kg, là le signal disparaît, l'instrument affiche un message de faute relatif à un non-verrouillage d'une boucle ou d'un oscillateur, et fini, plus de signal. Je pense qu'on est parti pour une réparation qui ne portera pas sur le tube cathodique, tant mieux, c'est très chiant de bosser sur les tubes cathodiques, qui portera pas non plus, a priori, sur l'alimentation de l'instrument, mais qui portera plutôt, sur une des cartes, vous le voyez, il y a un paquet de fils là, dessus, je fais le pari que c'est une de ces cartes-là qui est morte. Probablement pas microprocesseur, vraiment la partie fréquence intermédiaire, boucle à verrouillage de phase, VCO, tout ce que vous voulez. Donc, je vous propose d'attaquer. Heureusement, on a pas mal de documentation pour cet instrument, notamment les schémas, et on a les organigrammes de débugage. Allez, c'est parti! Alors avant d'aller plus loin dans la réparation de l'instrument, je vous propose déjà de prendre un moment pour tenter de comprendre le fonctionnement général d'un analyseur de spectre. Alors le principe il est toujours le même, on va avoir une ou plusieurs entrées sur lesquelles on va injecter notre signal que l'on souhaite analyser. Et puis on va traverser tout un certain nombre d'étages dont la finalité ce sera de se ramener à un signal qu'on pourrait qualifier de signal en bande de base, donc un signal beaucoup plus basse fréquence qu'on sera capable de numériser tranquillement avec un convertisseur analogique numérique en respectant toute la théorie du traitement du signal qui va derrière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un signal dit HF à un signal plutôt bande de base? Et pour ça, on va utiliser un principe bien connu qui est la down conversion. La down conversion, c'est quelque chose qui peut s'effectuer à l'aide de mixeurs, qui sont des étages électroniques. On voit ici que cet analyseur de spectre
est composé de 3 étages de down conversion et donc de 3 mixeurs. Un mixeur, généralement c'est quelque chose qui est composé de 2 entrées. La première ici qui est dite l'entrée RF. On va avoir une autre entrée ici qui est dite l'entrée OL ou LO pour oscillateur local. Et puis on va avoir une sortie dite FI ou IF pour fréquence intermédiaire. Alors, quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que le premier étage de down conversion, eh bien, l'oscillateur local, l'entrée OL, elle provient d'un assembly qui s'appelle A22 et qui s'appelle précisément local oscillateur. Et on nous informe ici que c'est un signal sinusoïdal monochromatique dont la fréquence peut varier entre 100.35 MHz jusqu'à 140.35 MHz. C'est donc la sortie d'un VCO. Alors, on le verra. C'est un petit peu plus complexe qu'un VCO, en réalité, l'oscillateur ne travaille pas en boucle ouverte. Et puis on voit ici par contre que les 2 autres étages de down conversion, quant à eux, travaillent avec des fréquences fixes, respectivement de 90 et 10 MHz. Alors pourquoi j'insiste un peu sur le premier mixeur et son oscillateur local? Eh bien, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette horloge ici est générée de 2 façons différentes en fonction du RBW sélectionné. Et on va le voir, la façon dont on génère ce signal d'horloge se complexifie drastiquement à partir du moment où on passe sur des RBW inférieurs ou égaux à 3 kHz. Alors prenons un moment pour regarder comment s'effectue la synthèse de l'oscillateur local. Une des façons les plus simples de faire, c'est d'utiliser une boucle à verrouillage de phase, dont le principe général est décrit sur la figure ici. On a un élément principal qui est un oscillateur contrôlé en tension, c'est-à-dire un organe dont la fréquence délivrée est proportionnelle à une tension appliquée sur son entrée. La sortie de ce VCO, elle attaque un détecteur de phase qui va comparer la relation de phase entre la sortie de ce VCO et un signal de référence, qui est lui-même normalement dérivé d'un oscillateur extrêmement stable avec un bruit de phase extrêmement faible. La sortie de ce détecteur de phase, qui est normalement, ça dépend des étages, mais souvent de nature impulsionnelle, va devoir ensuite être filtrée puis intégrée afin de générer cette fameuse tension continue pouvant être appliquée sur l'entrée de commande du VCO. Alors, il y a une condition principale dans une boucle à verrouillage de phase, on dit qu'elle est verrouillée lorsque les 2 fréquences sur les 2 entrées du détecteur de phase sont égales, lorsque la fréquence du VCO est égale à la fréquence de la référence. Et alors, là, vous l'aurez sûrement compris, on n'a pas synthétisé grand-chose. C'est-à-dire qu'on a créé une horloge de même fréquence de ce qu'on disposait déjà. Alors certes, on a asservi le bruit de phase du VCO à un niveau plus bas, qui est normalement celui de la référence de fréquence. Par contre, on n'a rien synthétisé de nouveau. Pour ça, pour synthétiser des choses nouvelles, des fréquences plus ou moins élevées, on peut utiliser un diviseur fractionnaire, ici un diviseur par n désignant un entier, qu'on va venir intercaler entre la sortie du VCO et l'entrée du détecteur de phase. Ainsi, la condition de verrouillage sera toujours la même, on aura les 2 entrées du détecteur de phase à des fréquences identiques. Par contre, pendant ce temps-là, notre VCO pourra pédaler beaucoup plus haut en fréquence. Dans l'exemple ici, on voit qu'on a un diviseur par 5, le VCO sera à 500 kg, et donc pendant ce temps-là, les 2 entrées du détecteur de phase à 100 kg. Là, on a déjà fait un premier pas vers la synthèse de fréquence en utilisant une boucle à verrouillage de phase. Eh bien, il s'avère que c'est précisément comme ça que fonctionne l'instrument lorsqu'il est en mode single loop, autrement dit, lorsque le RBW sélectionné est supérieur à 3 kHz. Et c'est ainsi que s'effectue la synthèse de fréquence, on le voit. On a un diviseur programmable, programmé numériquement par le système de contrôleur de l'analyseur de spectre. On a un VCO qui lui va pédaler entre 100.35 et 140.35 MHz. Toujours détecteur de phase, un étage d'intégrateur. Voilà, on a vraiment une synthèse de fréquence assez basique et bien connue. Par contre, lorsque on passe sur des RBW inférieurs ou égaux à 3 kHz, eh bien, le système se complexifie largement. On voit ici que la synthèse de l'oscillateur local s'effectue à partir de, finalement, l'interaction entre 3 boucles à verrouillage de phase, ainsi qu'un mixeur. Ici, on le voit, il y a un mixeur à l'intérieur même du système de génération de l'oscillateur local. C'est un système qui est beaucoup plus complexe, mais qui est nécessaire pour garantir un oscillateur local avec un bruit extrêmement faible, ce qui est requis lorsqu'on a des RBW de 3 kg, 300 Hz, 100 Hz et ainsi de suite.
Tout ça me donne envie d'orienter mon débugage vers les étages qui sont introduits lorsque l'instrument opère en mode multiple loop. C'est-à-dire que lorsqu'on introduit ces boucles supplémentaires pour générer un hello à faible bruit. Alors ce que vous voyez en train de faire ici, c'est d'utiliser un adaptateur MCX vers BNC pour me balader sur les différents étages de l'analyseur. Maintenant qu'on a le fonctionnement bien en tête, eh bien l'idée c'est d'aller inspecter, lorsque c'est possible sans trop perturber le fonctionnement de l'instrument, eh bien aller observer les sorties des différents étages, des différents oscillateurs, des différentes boucles, tout en plaçant l'instrument dans des modes de fonctionnement pour lesquels on peut précisément prévoir à l'avance quelles seront les fréquences censées être présentes sur ces oscillateurs, et puis espérer à un moment trouver quelque chose qui diffère par rapport à la théorie, par rapport à ce qu'on s'attend à trouver. Un point qui rend un petit peu difficile le diagnostic ou le debug de ce genre d'instrument, c'est que ce sont des systèmes en boucle fermée. On l'a bien compris, on a affaire à des boucles à verrouillage de phase, et lorsqu'on veut venir inspecter la sortie ou l'entrée de l'un de ces étages, eh bien, il y a de grandes chances qu'on vienne ouvrir cette boucle et que donc on passe le système en boucle ouverte, ce qui va grandement évidemment changer son fonctionnement et les fréquences ou la nature des signaux qu'on peut s'attendre à trouver sur ces points-là. Donc il faut vraiment toujours garder ça en tête, ou bien se donner les moyens de perturber le moins possible ces systèmes asservis lorsqu'on vient faire un prélèvement pour effectuer la mesure. Donc c'est vraiment quelque chose qui complexifie beaucoup le diagnostic de ce genre d'instrument. Ok, j'en arrive à un point du débugage où j'ai quelque chose qui diffère par rapport au manuel de service. Depuis tout à l'heure, je me balade avec mon petit adaptateur là pour aller me brancher sur les différentes sorties des cartes de l'analyseur de spectre et regarder la lecture de mon fréquence-mètre. Et là, pour la première fois, j'ai quelque chose qui est déviant. Je suis censé être à cet endroit sur la sortie d'un oscillateur contrôlé en tension, et dans la configuration où se trouve l'instrument, je suis censé avoir un signal qui en gros se balade entre 98 et 138 MHz de mémoire. Or, là j'ai pas du tout ça. J'ai quelque chose qui reste bloqué à 144 MHz, donc très légèrement au-dessus du max de ce VCO. Et par contre, j'ai absolument pas de balayage qui survient. Et donc là, je suis assez content de ce résultat parce que tel qu'est conçu l'instrument, lorsqu'on descend la ERBW à 3 kg, on a une deuxième boucle qui vient se mettre en marche. Dans cette boucle, il intègre un autre VCO qui est précisément, lui, l'assembly A23. Et donc je suis très heureux parce que c'est cohérent à la fois par le fait que le RBW, dès que je passe à 3 kg, c'est mort, mais surtout parce que l'odeur de tantale, de condensateur brûlé, elle est la plus forte à cet endroit de l'instrument. Donc je suis relativement confiant sur le fait que, en démontant l'une de ces cartes là, particulièrement la A23, on va trouver quelque chose. Ok, voici l'assembly 23. Notre fameux oscillateur contrôlé en tension qui reçoit sa tension de commande ici et qui va sortir sur deux ports, ici, le fameux signal compris entre 98 et 138 MHz. Visuellement, il n'y a pas de trace de défaut, pas de trace de condensateur au tantale brûlé, en plus il n'y en a que deux, je pense, celui-ci et celui-ci. Pas de défaut visuel évident. Il est possible que l'odeur vienne d'ailleurs, mais ce qui est clair, c'est que ça vient de cette zone de l'instrument. Pardon, ici, là. Donc manifestement, c'est pas notre oscillateur. Un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour l'instant, on m'a juste demandé, par le manuel de service, de checker la sortie du VCO. Mais par contre, rien ne nous dit que finalement, ce n'est pas le signal de commande du VCO qui est foireux, et que lui, finalement, ne ferait que subir un ordre de commande foireux. Donc, j'ai quand même bien envie de continuer le démontage par les cartes qui sont là, parce que je vous assure qu'il y a une odeur qui n'est pas normale du tout.
Alors après l'inspection un petit peu décevante de ce VCO, je me décide à démonter d'autres cartes à proximité immédiate dans l'analyseur. Alors j'ai pas de raison particulière de soupçonner un dysfonctionnement sur ces cartes puisque ce sont des étages qui sont situés bien plus loin dans l'architecture de l'analyseur avec notamment les filtres de fréquence intermédiaire, les filtres vidéo, les détecteurs, les amplis vidéo, les logs amplifiers, etc. Et a priori tout ça fonctionne correctement. Mais généralement j'aime bien apprécier un petit peu la qualité des cartes du matos HP. Et puis toujours je suis à la recherche de mon condensateur Tantal cramé. Alors je vais spoiler un peu, on le verra, mais je suis passé très près de trouver le condensateur cramé à ce stade là. C'est pas sur ces cartes là, c'était juste à gauche. On le verra plus tard dans la suite de la vidéo. Donc là il s'avère que je vais rien trouver de particulier en termes de contrôle visuel. Et puis je vais remonter l'ensemble de l'analyseur et tenter d'avoir une approche différente dans ma façon de mesurer le fonctionnement des étages. La difficulté que j'ai eue pendant ce débugage, c'est que quelquefois j'avais l'impression que l'analyseur tombait en marche sans raison valable. Et ça c'est souvent très difficile quand on a un problème dont on comprend pas bien les conditions qui font qu'il apparaît ou qu'il disparaît. On peut rapidement tirer des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Et vous l'avez vu tout à l'heure, la mesure que j'ai faite au fréquence-mètre, je l'ai faite en utilisant la sortie auxiliaire du VCO, autrement dit sans perturber le fonctionnement de la boucle à verrouillage de phase complète, et malgré ça, j'avais une fréquence fixe à 144 MHz, ce qui n'était pas acceptable. Et quelques temps plus tard, une fois que l'instrument était, si je puis dire, chaud, j'ai refait cette mesure et cette fois-ci, j'avais une lecture qui bougeait sur mon fréquence-mètre. Donc comme si le VCO parcourait sa plage de fréquence normale. Donc à un moment du débugage, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais confronté à un problème de nature intermittente, éventuellement lié à une espèce de montée en chauffe de l'instrument qui faisait disparaître le problème, mais c'était vraiment pas avec un degré de conviction élevé. Et il se trouve que c'est très précisément ce que vous allez voir dans la séquence suivante. Eh bien voici donc un montage qui semble un petit peu plus raisonnable que ce que je faisais avant, à savoir finalement la sortie de ce VCO qui est injecté sur un T, ce T qui me permet à la fois de réinjecter vers l'entrée, l'entrée de la boucle à verrouillage de phase d'une part, et puis de l'autre de séparer ce signal afin de l'envoyer vers un analyseur de spectre. Et voilà, nous y sommes, un analyseur de spectre qui est en train de débugger un autre analyseur de spectre. Et ce bon vieux HP 8591E présente l'avantage non négligeable d'avoir une impédance d'entrée normalisée de 50 ohms, ce qui me permet de penser raisonnablement que je ne suis pas trop en train de perturber le fonctionnement du système, en tout cas moins que si je lui présentais quelque chose de non terminé, haute impédance. Ce qui conforte ma conclusion, c'est ce qu'on observe sur l'écran ici, à savoir un balayage de la fréquence de sortie de ce VCO. Vous voyez une raie fréquentielle qui est en train de se balader tranquillement entre 98 et 144 MHz, ce qui est finalement la plage de capture de cette boucle à verrouillage de phase. Et ce qui me fait aussi dire que cet étage fonctionne correctement, c'est si jamais sur l'instrument, l'analyseur de spectre, je passe avec un balayage manuel, j'observe une raie fréquentielle qui se présente à une fréquence fixe et connue, ce qui me conforte dans l'idée que finalement ce système a servi entre l'assembly A26, qui est finalement la partie mixeur, détecteur de phase, intégrateur, sample and hold et génération de la rampe de commande du VCO, semble, en tout cas dans les grandes lignes, fonctionnel. Et ça m'invite à porter mon attention sur finalement un des étages suivants, qui est l'assembly A27, qui est un espèce de gros amplificateur d'erreurs qui combine les erreurs, si je puis dire, les signaux d'erreur des différentes boucles de régulation afin de piloter un espèce de gros oscillateur local. Et donc c'est l'étape suivante, c'est d'aller inspecter cette assembly A27. Alors nous y sommes, je viens de démonter l'assembly A27 de l'analyseur de spectre et je ne vais pas vous mentir, j'ai un certain sentiment de satisfaction puisqu'il s'avère que le débugage est en train de rejoindre tranquillement mais sûrement l'analyse olfactive, puisque vous le voyez sur cette carte, on a un magnifique condensateur au Tantal
complètement cramé à proximité d'une inductance. Donc ces inductances et ces condensateurs forment un espèce de réseau de découplage présent à chaque entrée de chaque carte analogique qui compose l'analyseur de spectre. On a une espèce de gros filtre LC. Et il est évident que ce condensateur Tantal a connu des jours meilleurs, vu la couleur. De même que l'inductance, qui a peut-être même un petit peu pris son tarif, à moins que ce soit juste une coloration, une conséquence. Donc là, l'étape suivante, c'est évidemment d'aller voir dans quel état d'impédance se situe ce condensateur, et voir si ça peut éventuellement expliquer la défaillance de cette carte A27. Bon, alors si on se place aux bornes de ce condensateur Tantal, on a une résistance mesurée qui se situe autour de 690 ohms. J'aurais fait le pari que ce serait plus faible. Cependant, il peut quand même y avoir un effet, une fois de la tension, une composante continue appliquée sur ce condensateur, peut-être que son impédance diminue davantage. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir un condensateur dans un tel état me laisse penser qu'il peut quand même y avoir des conséquences sur la carte, notamment faire chuter un rail d'Alim, puisqu'on a l'inductance qui est en série. L'inductance, elle est pas ouverte, elle n'est pas en circuit ouvert, elle est impédante en résistance DC. Donc là, je pense que je vais faire la méthode un petit peu brute qui consiste à dessouder le condensateur et à rien mettre à la place, et voir comment se comporte l'analyseur avant éventuellement d'envisager un remplacement de ce condensateur. Bon, alors la réalité est parfois décevante parce que je viens de remonter la carte dans l'analyseur, et si je reste sur une RBW supérieure à 10 kg ou égale à 10 kg, tout se passe bien, mais comme d'habitude, dès que je diminue le RBW à 3 kg, j'ai à nouveau ce message d'erreur qui me dit oscillateur local non verrouillé. Et puis mon signal au mieux disparaît, au pire se décale en fréquence, là comme ça vient d'avoir lieu, sachant que j'injecte actuellement sur l'analyseur, sur son entrée 50 ohms, un signal modulé en amplitude avec une porteuse à 25 MHz, donc pile poil à peu près au centre de la bande utile de l'instrument. Et je me retrouve toujours avec mon message d'erreur. Donc c'est pas gagné. Alors je ne perds pas espoir, je vais retourner sur une pièce que j'avais déjà inspectée tout à l'heure, à savoir le VCO. La carte, je n'avais pas trouvé de défaut visuel particulier. Et puis jusqu'à présent, je m'étais toujours intéressé à la fréquence de sortie de ce VCO, fréquence donnée pour un point de fonctionnement, une fréquence de balayage, etc. Tout ça était cohérent. Mais cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'amplitude. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici avec cet analyseur de spectre. Et ce qu'on peut observer sur l'écran, c'est que la fréquence, elle est bonne. Je suis à 98 MHz, ce qui est cohérent avec les réglages que j'ai mis sur la face avant de l'autre analyseur de spectre. Par contre, niveau amplitude, je suis complètement dans les choux. Je suis à moins 18 dBm alors que je suis plutôt censé être entre moins 3 et moins 4 dBm. Donc ça, une amplitude insuffisante en sortie de ce VCO, je suis prêt à croire que ça peut envoyer dans les choux finalement toute la circuiterie de régulation de la boucle à verrouillage de phase. Donc on va concentrer nos efforts de débugage sur ce VCO. Alors en démontant l'assembly A23, donc le VCO, je me suis souvenu que quand même dans cet instrument, on avait un deuxième VCO. Et que ces deux VCO, ils ont des constitutions électroniques extrêmement proches, jusque dans le choix des transistors bipolaires qui les constituent. Il y a à peine quelques valeurs de composants qui changent, mais grosso modo, ce sont les mêmes architectures électroniques. Et ça représente un avantage très fort, c'est que je vais pouvoir faire des mesures comparatives entre les deux assemblies, puisqu'il y a un assembly sur lequel j'ai des niveaux de sortie tout à fait acceptables sur les sorties du VCO, alors que l'autre, on l'a vu, il nous manque des dB. Et donc, je vais pouvoir me balader avec ma sonde sur les différents points de cet oscillateur. Alors, c'est toujours compliqué de sonder des oscillateurs, puisqu'en venant ramener une impédance externe, vous pouvez faire shifter leur fréquence d'opération, ou carrément faire arrêter l'oscillation dans les cas les plus extrêmes. Mais je vais tenter de me débrouiller comme ça, et de voir où sont mes dB manquants sur cet oscillateur piloté en tension. Alors une remarque sur mon autre oscillateur de référence, celui avec lequel je n'ai pas de problème, celui que j'ai sorti pour avoir un référentiel de comparaison, vous aurez remarqué qu'il y a un condensateur au Tantal qui a eu chaud ici. Ce condensateur, il n'est pas non plus mort en court-circuit, il a une impédance anormalement basse, mais il n'est pas non plus en court-circuit, donc aucune chance qu'il inhibe le fonctionnement de ce VCO. Et puis de toute manière, le fonctionnement global du système nous montre que on n'a pas de problème avec ce VCO, mais uniquement avec l'autre, celui qui opère entre 98 et 144 MHz. Bon, évidemment, je vais le remplacer, ce condensateur. Il est hors de question de laisser ça comme ça.
Par contre, ça commence à m'intriguer. Deux condensateurs HS comme ça me donne envie d'aller observer les ripples des alim. Alors surtout une recommandation, si vous souhaitez faire comme moi des mesures à l'aide d'un analyseur de spectre sur un VCO, où il y a des tensions de polarisation à peu près partout sur la carte, et que vous ne souhaitez pas cramer l'entrée de votre analyseur de spectre, puisque je le rappelle, au mieux vous avez une certaine tolérance sur la tension DC, au mieux c'est 0 le maximum. Donc ma recommandation c'est d'utiliser un DC block, qui est ce qui est plugué ici là, sur la fiche N, vous le voyez c'est écrit dessus, DC block. Donc vraiment pensez à utiliser ce genre de choses si vous ne souhaitez pas cramer l'entrée de votre analyseur de spectre en faisant des mesures comme ça. Ok, alors le petit debug de ce VCO m'amène à deux suspects potentiels qui sont juste ici. On a un condensateur de couplage qui couple finalement la sortie de la partie oscillateur ici avec les éléments LC plus les diodes varicap qui sont sous ce boîtier. Et donc on a la cellule oscillante qui est formée par ces deux transistors. Donc condensateur qui lie cette cellule avec la suivante qui est un amplificateur. Transistor, je ne sais plus, je pense que c'est une base commune mais je ne suis pas certain. Il faudra que je regarde les schémas. Donc condensateur de liaison, premier suspect. Deuxième suspect, transistor bipolaire, qui est normalement ici. Donc c'est celui qui constitue la cellule d'amplification. Alors il y en a un qui est plus facile à diagnostiquer que l'autre. Le condensateur est probablement un peu plus facile à diagnostiquer, parce que j'ai juste à le passer au RLC émetteur. Et encore, le RLC émetteur, il faut qu'il monte un petit peu haut en fréquence. Donc on va le mesurer à 10 MHz. Et puis le transistor, sinon, on peut vérifier des choses évidentes, du style, genre vérifier s'il y a des jonctions qui sont shortées. Les trucs moins évidents, ça nécessite de sortir un analyseur de semi-conducteur. Là aussi, faisable, mais flemme, surtout si je peux d'abord diagnostiquer le condensateur de liaison qui introduirait une atténuation trop importante. Allez, c'est parti. Eh bien, le verdict est sans appel pour mon vénérable HP 4275A, un RLC émetteur donc, qui monte ici jusqu'à une fréquence d'excitation de 10 mégas. Et bien lui, il me mesure un condensateur de 1,5 picofarad au lieu des 100 picofarad que je suis censé obtenir. Donc, a priori, c'est bien ce condensateur de liaison, le coupable. Donc, il introduit une atténuation anormalement élevée entre les deux étages oscillant et buffer amplifier. Enfin, c'est pas buffer amplifier, c'est amplificateur. Et donc, c'est sans appel. On va le remplacer. Alors, j'aurais très certainement pas exactement le même type de diélectrique ou de matériaux que ce condensateur en stock. Donc, c'est pas grave. On va essayer de trouver un truc en attendant, juste pour essayer de remettre le VCO d'aplomb et confirmer l'hypothèse que c'est ce condensateur qui fout le VCO en l'air. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais en stock, à savoir ici, là, un condensateur de 100 picofarad à la place de l'ancien, et je suis en train d'injecter dans le VCO sur son entrée de modulation la sortie d'un GBF qui oscille entre -2 et 6 volts, donc une modulation, enfin une dent de scie là, entre -2 et 6 volts à 200 mHz. Et puis la sortie, elle est injectée sur l'analyseur de spectre HP, celui-ci. Et ce qu'on peut voir actuellement à l'écran, c'est la sortie du VCO qui est tranquillement en train de se balader entre 98 et 144 MHz avec un niveau constant qui est calé sur mon niveau de référence là, de -1,2 dBm sur toute la plage de fréquence du VCO. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. On a retrouvé de l'amplitude en sortie du VCO. Et là, j'ai tout de suite vraiment envie de remonter l'oscillateur dans l'analyseur de spectre et voir si ça résout enfin le problème. Ok, alors c'est pas gagné, mais c'est pas perdu non plus. Voici ce qui se passe si je passe sur un RBW à 3 kHz. On a des bip-bip. On a des bip-bip au début de la plage de balayage de l'instrument. Pas trop vers la fin. Vraiment au début, vers les basses fréquences du générateur, lorsque le sweep se fait vers l'ABF. On a ce message d'oscillateur non verrouillé, donc chose contre laquelle on se bat depuis le début. Là, ce que ça m'indique, c'est que c'est probablement une affaire de réalignement de l'étage A27, qui est l'étage qui génère le signal de contrôle-commande d'un autre oscillateur local, la A27. Et vous voyez que j'ai deux potentiomètres, l'offset et la pente. Et là, à mon avis, ce qui se passe, c'est que l'offset, il est mal réglé.
Et donc là, je vais suivre la procédure de réalignement qui est décrite dans le manuel de service. Et ben ça ressemble à une fin. Je viens de terminer le déroulé de la procédure de réalignement qui en gros consiste à placer l'analyseur à des fréquences extrêmes de ces bandes, donc 0 Hz, 40 MHz, et régler de façon successive et itérative les deux potentiomètres de pente et d'offset afin de minimiser en gros la sortie d'erreur d'une boucle de régulation. Là vous le voyez, il y a le symbole sigma. Donc c'est la sortie d'un amplificateur d'erreur et donc visant à minimiser l'erreur sur ce point de test avec une sonde de scope. On se branche littéralement dessus et on cherche à minimiser cette erreur en se basant sur la valeur RMS du signal. Et du coup tout ça pour vous dire que là l'analyseur il est en train de balayer tranquillement de 0 à 40 MHz, donc son span complet, sur un RBW de 3 kg. Et il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de déverrouillage de l'oscillateur. Et puis il se balade tranquillement. Alors je vais dérouler quelques tests fonctionnels, mais ça ressemble à une fin. Alors le dernier point que je voudrais adresser sur cet instrument concerne sa face avant. Sa face avant, elle est munie donc de plein de switches, et vous allez sûrement l'entendre. Ils font énormément de bruit. Et vous ne le sentez pas forcément, mais pour appuyer dessus, il faut quand même appliquer un niveau d'effort qui me semble anormalement élevé. Alors il faut savoir que ces switches, on appelle ça les Bill West Spring Switches. Bill West, c'est l'ingénieur de chez HP qui a mis au point ces interrupteurs, ces switches, que vous voyez là, les petits trucs rouges. Et comme tout composant électromécanique, il vieillit. Et puis il finit par opposer une résistance assez forte et même désagréable à l'utilisation. Donc c'est quelque chose qui peut être facilement réparé en démontant et en nettoyant le tout à l'alcool isopropylique, et c'est très exactement ce que je m'apprête à faire pour avoir une restauration complète de ce bel analyseur de spectre HP. Alors voilà à quoi ça ressemble d'un petit peu plus près. On a une lamelle métallique qui est installée à l'intérieur, qui permet de faire le rôle de ressort. Cette lamelle, elle presse contre la colonne en plastique qui est située sous l'interrupteur afin de renvoyer le switch vers le haut. Et donc sur cette colonne plastique qui est sous le switch possède près de la carte des métallisations qui vont venir fermer un contact qui lui est imprimé directement sur la carte électronique. Et donc là, si je le mets en action, voilà, vous pouvez voir la lamelle qui fait son rôle de ressort de rappel en se déformant. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de nettoyer tout ça avec de l'alcool. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi la remise en état de cet analyseur qui est allé rejoindre ses collègues autres instruments HP sur l'étagère. Il est pleinement opérationnel là, sur son span de 40 MHz avec un RBW de 3 kHz sans déverrouillage de l'oscillateur local. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la remise en état de cet analyseur. Alors comme quoi, c'est pas grand chose des fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!